Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir un petit chapitre sur la croissance microbienne. Donc, on va voir quels sont les facteurs qui peuvent influencer sur la croissance des micro-organismes, parfois pour les aider à croître, puis parfois pour leur nuire. Donc, on va voir tout ça à l'instant. Voilà. Donc, quand je parle de croissance microbienne, il faut qu'on s'entende correctement. La croissance microbienne, c'est pas comme la croissance d'un être humain. C'est pas un enfant qui devient un adulte, donc c'est pas l'augmentation en taille, mais c'est bien l'augmentation en nombre. Okay? Donc, si je parle de croissance microbienne au niveau buccal, ben, c'est peut-être parce qu'il y a croissance excessive de bactéries au niveau de la bouche. Donc, il n'y a pas hygiène normale ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment l'augmentation de la quantité de bactéries, de la quantité de levure, etc., à un endroit donné. Okay? Comprendre les facteurs qui influencent ça. Okay? Parce qu'encore une fois, ça peut avoir l'air étrange comme sujet dans un cours d'hygiène dentaire, mais c'est des trucs qui sont utiles dans tous les aspects de votre vie. Okay? Comprendre qu'est-ce qui favorise la croissance des micro-organismes, mais ça peut donner des indices sur quoi faire ou quoi ne pas faire pour justement permettre la croissance de micro-organismes, par exemple pathogènes dans votre environnement de travail, okay? Ou ne serait-ce qu'à la maison, okay? Avec tout ce qui touche la nourriture, donc quoi faire pour limiter la croissance des micro-organismes que vous ne souhaitez pas, puis ben, dans certaines circonstances, quoi faire pour favoriser la croissance de micro-organismes que vous voulez. Okay? Comme moi, par exemple, je fais ma propre kombucha, ben, je veux que les bactéries et les levures qui font le produit, donc le breuvage que moi j'aime, je veux leur donner les meilleures conditions, okay, pour qu'elles puissent se développer puis me donner une bonne kombucha. Okay? Donc, il faut comprendre ces principes-là. Okay? Même principe, là, si on est dans le milieu de la santé, que ce soit des infirmiers, infirmières, inhalothérapeutes ou tout autre corps de travail, ben, à ce moment-là, on veut limiter la croissance des micro-organismes dans l'environnement du patient ou chez le patient lui-même. Il y a plein de façons dont on peut aborder le sujet. Okay? Donc, allons voir. Les principaux facteurs, puis là je les nomme, okay? Mais les diapos qui vont suivre, on va revenir sur chacun de ces points-là plus en détail. Donc, facteur essentiel à la croissance, on parle de température. Okay? Pensez à vous, okay? Quand vous êtes à la maison. Okay? Est-ce qu'il y a des choses que vous faites? Est-ce qu'il y a des objets que vous utilisez qui affectent la température à laquelle les micro-organismes se trouvent? Okay? Je suis sûr que vous pensez déjà au réfrigérateur. Okay? Pourquoi on met certains aliments au réfrigérateur? Ben, c'est pour contrôler la croissance des micro-organismes. Okay? À l'autre extrême, la chaleur. Okay? Pourquoi vous placez vos instruments dans un autoclave? Okay? Pour les stériliser. L'autoclave va augmenter de beaucoup la température dans l'appareil. On va stériliser le matériel comme ça. Okay? Donc, dans le froid, on va limiter la croissance parce que le froid ne tue pas les micro-organismes. Okay? Il fait juste les mettre en dormance. Par contre, la chaleur, okay, si on dépasse un certain degré, là, à ce moment-là, on va avoir un effet vraiment létal, donc mortel, sur les micro-organismes. Donc, la température, ça a un rôle à jouer. Le pH, okay, ou le niveau, soit d'acidité ou le niveau basique là, des éléments, des produits, par exemple nettoyants, ou des aliments que vous mangez, ça a une influence sur la croissance ou non des micro-organismes. Okay? Généralement, la plupart des bactéries, par exemple, n'apprécient pas trop les pH acides. Mais il y a des exceptions. Il y a des bactéries qui produisent de l'acidité et des bactéries qui se développent très bien aussi. Okay? Mais généralement, en ayant des substances acides, on va limiter la croissance des micro-organismes. La pression osmotique, c'est quoi? C'est lorsqu'il y a une bonne quantité soit de sel ou de sucre dissoute ou présente dans un aliment, dans un liquide. D'accord? Donc, par exemple, plus un aliment va être salé ou sucré, moins il va avoir tendance à se détériorer, à être attaqué par des micro-organismes. Je vais les réexpliquer tout à l'heure avec des dessins, ça va peut-être être plus simple. Le taux d'humidité. Okay? L'humidité, c'est souvent un facteur qui favorise la croissance des micro-organismes. Okay? Si vous avez des aliments qui ont une bonne humidité dedans, ils risquent d'être plus souvent attaqués par les bactéries ou les moisissures. Okay? Pensez aussi aux je sais pas moi, les pièces qui sont humides dans votre maison. C'est souvent là où les moisissures vont pousser le plus. Salle de bain, dans la cuisine. S'il y a des gens qui ont déjà eu, par exemple, des dégâts d'eau ou dans les cas plus malheureux, les inondations comme on en a vécu deux dans les 4 dernières années en Outaouais,
l'humidité, l'eau qui rentre par exemple dans le sous-sol, si on la retire, c'est une chose, mais il faut assécher les matériaux par la suite parce que le bois pourrait pourrir, du bois humide va être attaqué par les micro-organismes. L'autre point, quand je parle d'atmosphère, c'est la présence de différents gaz dans l'air, par exemple, qu'on respire, ou dans l'air où se trouvent les micro-organismes. Certains micro-organismes, comme vous et moi, vont adorer l'oxygène. Donc, nous, on en a besoin pour vivre. Certains micro-organismes, même chose. Mais il y a des micro-organismes qui, au contraire, vont être tués par l'oxygène. Donc, il y a des micro-organismes qui doivent se retrouver dans des environnements où il n'y a pas d'oxygène du tout. Puis là, vous allez être surpris. Mais même au niveau de la bouche, il y a des endroits dans votre bouche où il y a peu ou parfois pas d'oxygène. Parfois entre la dent et la gencive. Donc, il peut y avoir des endroits, même au niveau de la bouche, vous allez me dire, crème, il y a plein d'air qui passe par là. Oui, mais il peut y avoir des petits recoins moins oxygénés. Ensuite, composition du milieu. Donc, est-ce qu'il y a des nutriments dans l'environnement où les micro-organismes se développent? Pour cette partie-là, je vais vous montrer différents milieux de culture qu'on utilise en laboratoire pour soit favoriser la croissance des micro-organismes ou identifier ces micro-organismes-là. Mais c'est le même principe pour des aliments. Si des aliments sont riches, par exemple, en certains sucres qu'une bactérie ou qu'une moisissure aime bien, ils vont s'y développer si on leur en laisse la chance. Puis le dernier, la compétition, dans le fond, c'est plus, par exemple, au niveau de votre microbiote. Si vous avez une bonne diversité de bactéries, que ces bactéries-là, dans le fond, sont en santé, ça paraît bizarre de dire ça comme ça, mais si votre microflore est en santé, souvent, ils vont être aptes, ces micro-organismes-là, à lutter contre des micro-organismes pathogènes. Donc, des micro-organismes qui voudraient s'installer en vous et causer des problèmes. Donc, à ce moment-là, la compétition fait en sorte que les bactéries les moins bien adaptées vont être éliminées par celles qui le sont le mieux. Donc, commençons par la température. Celui-là ici, je l'ai indiqué, mais ce n'est pas quelque chose nécessairement qui touche la santé humaine. Ce qu'on appelle les bactéries ou les micro-organismes thermophiles, ce sont des micro-organismes qui vont se développer à des températures assez élevées. Donc, nous, notre corps, notre température à nous, normalement, moi, vous fassiez de la fièvre, c'est 37 degrés. Donc, souvent, ces bactéries-là, on n'est pas assez hot pour ces bactéries-là. Donc, elles ne vont pas se développer en nous. Donc, sachez que ça existe. Je l'ai indiqué, mais comme pathogène humain, il ne devrait pas y en avoir. Celle qui nous intéresse beaucoup au niveau de la santé humaine, ça a l'air de rien, ça. C'est supposé être une flèche. Ce sont les bactéries mésophiles. Les bactéries mésophiles sont des bactéries qui vont pousser entre 10 et 50 degrés Celsius, mais leur croissance maximale va être autour de 37 degrés Celsius. Ça tombe bien, c'est notre température. Et si vous l'avez remarqué en laboratoire aussi, lorsqu'on place des géloses ou des milieux de culture dans l'incubateur, souvent cet incubateur-là est à 37 degrés. Donc, on le place à un environnement où les bactéries ou autres micro-organismes vont très bien se développer. Donc, la plupart des bactéries de votre microbiote sont des bactéries mésophiles, puis la très grande majorité des bactéries pathogènes sont aussi des mésophiles. Mais encore une fois, ce ne sont pas toutes les bactéries mésophiles qui sont pathogènes. D'accord? La dernière, c'est les bactéries psychrophiles. Donc, c'est des bactéries qui préfèrent les températures, ou je devrais dire les micro-organismes qui préfèrent les températures plus basses, de moins 10 à 20 degrés Celsius. Donc là, j'imagine que vous voyez un problème. Là, si votre frigo, par exemple, est à 4 degrés Celsius, ça veut dire que des bactéries de ce type-là ou des moisissures de ce type-là vont s'y développer. Un exemple de bactérie là, qui pousse bien. Oups. Listeria. C'est une bactérie qui a causé la listériose. Il y a quelques années, peut-être une dizaine d'années, à peu près au Québec, on a eu plusieurs cas de listériose. Les gens, dans le fond, mangeaient des charcuteries qui étaient contaminées par cette bactérie-là. Listeria monocytogenaris, qu'on n'a pas la nommer. Puis il y a des personnes âgées qui en sont décédées. On a fait une étude épidémiologique, on a essayé de voir quelle était la source du problème, puis on a réalisé, là je ne vais pas faire une mauvaise publicité, là, mais c'était une compagnie, en fait la compagnie Maple Leaf, dans une usine près de Toronto, si je me rappelle bien, qui était la source du problème. Maintenant, vous pouvez consommer à l'esprit tranquille
des charcuteries Maple Leaf parce que c'est probablement maintenant les usines les plus propres avec les contrôles les plus serrés parce qu'ils ont vécu cette crise-là de la listériose. Ça a affecté la confiance des consommateurs. Puis maintenant, là, ils font vraiment très attention là, pour éviter qu'un problème comme celui-là ne survienne. Juste pour donner une idée, par exemple, les employés qui entrent dans l'usine vont marcher dans une solution qui désinfecte, pas désinfecte, mais ouais, désinfecte leurs bottes. Puis ils vont aussi se laver les mains, mais avant de pouvoir rentrer dans l'usine, ils se lavent les mains. Puis c'est seulement quand la lumière passe du rouge au vert que les portes s'ouvrent pour que la personne puisse entrer. Donc, il faut se laver les mains un certain temps. Si tu ne te laves pas assez longtemps, la porte ne s'ouvrira pas. Okay? Bref, il y a plein de petits trucs comme ça là, que la compagnie a développés. Mais dans le fond, eux avaient un problème de bactéries psychrophiles. Donc, les bactéries psychrophiles, normalement, ne s'en prennent pas à l'humain parce que notre température n'est pas assez élevée. Mais le problème avec la listeria, c'est que souvent, elle va se développer en bonne quantité dans le frigo, donc sur des charcuteries ou du fromage. Puis à ce moment-là, elle est en grande quantité, puis quand elle entre en vous, même si ça se développe un petit peu moins, elle peut rendre les personnes malades. Donc, température, on voit les trois principaux groupes de micro-organismes, mais on a vu que le froid ne tue pas, mais ralentit la croissance des micro-organismes, puis les chaleurs assez élevées vont les éliminer. D'ailleurs, souvent, quand vous faites cuire je sais pas moi, du poulet, du bœuf haché, si vous voulez vous assurer qu'il n'y ait plus de micro-organismes dans la viande que vous préparez, bien, il faut s'assurer de mesurer la température interne pour que la température à l'intérieur du poulet ou à l'intérieur de votre galette de bœuf soit supérieure à, je crois, 72 degrés Celsius pour s'assurer que toutes les bactéries qui s'y trouvent soient mortes. Peut-être juste revenir à température 2 secondes. Je vais en parler dans un autre chapitre, mais les autoclaves, c'est plus de 100 degrés Celsius pour la stérilisation du matériel, mais il y a la température, on rajoute beaucoup d'humidité et il y a la pression atmosphérique qui devient très grande dans l'appareil. Donc, il y a plein de facteurs dans un autoclave. Là. Donc, l'appareil que vous allez utiliser pour stériliser vos instruments, il y a de la température élevée, humidité, puis pression qui est très, très grande. Le pH maintenant, comme je le disais, la plupart des bactéries vont préférer un pH relativement neutre. Il y a des bactéries qui vont bien se développer aussi dans les milieux acides ou un petit peu alcalins. Le pH de votre salive. Il y a bien des gens que j'ai déjà entendu dire « Ah, moi j'ai un pH salivaire acide. » Là. Un instant. Quand la salive est produite, c'est un pH qui est neutre. Maintenant, qu'est-ce qui va se produire dans votre bouche une fois que cette salive-là a été sécrétée par les glandes? Mais là, ça va dépendre beaucoup de votre flore ou de votre microflore buccale. Certaines personnes ont une microflore qui favorise l'acidification un petit peu plus rapide, d'autres, ça va être un petit peu moins. Donc, en fonction du type de microflore que vous allez avoir, il y a des gens qui vont faire beaucoup de, je sais pas moi, de plaques ou de tartes, mais pas nécessairement de caries, puis il y a des gens qui vont faire des caries très facilement. Donc, votre microbiote va avoir un rôle à jouer. Mais qu'est-ce qui se passe au niveau de votre salive quand elle devient un petit peu plus acide? C'est parce qu'il y a présence de sucre résiduel dans votre bouche. Donc, par exemple, vous venez de manger, les bactéries dégradent ces sucres-là et libèrent des déchets acides. Et c'est ça qui fait chuter le pH de votre salive. Parce que rendu à une certaine acidité, de toute façon, il y a des bactéries qui ne survivraient pas. Là. Mais certains lactobacillus tolèrent quand même bien un pH jusqu'à 6. Qu'est-ce que je voulais rajouter là-dessus? Oui, quand vous mangez, donc ça passe par la bouche de toute évidence, descend dans l'œsophage, mais quand on arrive au niveau de l'estomac, c'est un environnement qui est très acide. Donc déjà là, il y a une très grande quantité de micro-organismes qui vont être détruits déjà dans l'estomac, ne serait-ce que par l'acidité. Donc ce n'est pas tous les micro-organismes que l'on ingère, et vous en ingérez plus que vous le pensez. Vous ingérez des micro-organismes pas seulement quand vous mangez du yogourt ou du fromage. Si vous mangez des fruits, des légumes, vous allez manger des micro-organismes, puis c'est pas la fin du monde. Comme je dis, il y en a plusieurs qui vont mourir, et de toute façon, les autres peuvent être éliminés par votre microbiote ou vont former votre microbiote. Il ne faut pas s'en faire trop avec ça. Mais le pH, clairement, ça a une incidence sur la croissance des micro-organismes. Une bactérie spéciale, Helicobacter pylori, c'est une bactérie qui,
pas seulement aime, mais doit se retrouver dans un environnement acide pour survivre. Et cette bactérie-là, justement, a trouvé une niche confortable dans l'estomac humain. Elle n'est pas présente chez tous les humains, mais malheureusement, ceux qui sont infectés par cette bactérie-là vont faire des ulcères d'estomac, okay? Parce que cette bactérie-là va attaquer la paroi stomacale, puis avec l'acidité qui se trouve dans l'estomac, ben, on s'auto-digère, puis c'est pas super. Voilà, peut-être un exemple pour la bouffe aussi, là, le pH, souvent on peut faire des conserves avec des sauces un petit peu plus acides, comme des sauces tomates, rajouter du jus de citron, des trucs comme ça, pour préserver les aliments des micro-organismes. La pression osmotique maintenant. Okay. Je vais vous faire un petit dessin pour illustrer un petit peu le principe de pression osmotique. Donc, par exemple, si on a un milieu qui est hypertonique, un milieu qui est isotonique, puis un milieu qui est hypotonique. Okay? Donc, supposons que j'ai 3 récipients avec de l'eau. On va faire ça de même. Okay? Et que dans ces récipients-là, je place des globules rouges. Okay? Donc, les globules rouges vont subir la pression osmotique des sels qui sont dissous ou non dans mes solutions. Par exemple, je vais commencer par celui-là ici. Dans un milieu isotonique, là, les petits plus que je fais, c'est des ions qui sont dissous. Okay? Ça pourrait être du sodium, ça peut être plein des choses. La quantité d'ions qu'il y a dans ma solution isotonique est la même que celle qu'il y a dans les globules rouges. Parce que dans vos cellules, il y a déjà des ions aussi. Okay? Des électrolytes, des choses comme ça. Donc, isotonique, ce que ça va faire, okay? Dans le fond, quand on parle de pression osmotique, c'est le déplacement de l'eau de l'intérieur de la cellule vers l'extérieur ou de l'extérieur vers l'intérieur. Quand je suis dans un milieu isotonique, okay, je vais essayer de prendre une autre couleur. Okay? Donc, le vert, ça va être le mouvement de l'eau. Donc, il y a autant d'eau qui va sortir que d'eau qui va entrer. Donc, il y a un équilibre. Okay? Votre sang devrait être isotonique pour éviter que vos globules rouges soient en éclate ou se ratatinent. Okay? Quand quelqu'un reçoit une intraveineuse, okay, un soluté, le soluté va être isotonique pour éviter d'attaquer les globules rouges. Quand on va maintenant dans un milieu hypertonique, le milieu hypertonique, là, imaginez par exemple, je sais pas moi, de l'eau de mer, une solution très 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 salée. Okay? Là, qu'est-ce qui va arriver dans ce cas-ci? Okay? Le globule rouge, l'eau qu'il y a à l'intérieur, va sortir parce que l'eau va être attirée vers l'endroit où il y a le plus d'ions. Donc, qu'est-ce qui va arriver avec votre globule rouge? Il va se ratatiner, il va se déshydrater. D'accord? Donc, solution hypertonique. Okay? Je peux donner un exemple un petit peu loufoque de ça. Okay? Dans votre cerveau, okay, il y a une structure qui s'appelle l'hypothalamus. L'hypothalamus, imaginez que vos cellules sont normales. Mais quand vous vous déshydratez, okay, la cellule ratatine un petit peu comme on le voit ici, et c'est ça qui va vous donner une impression de soif. Okay? Vous allez vouloir boire pour rétablir cet équilibre-là. Okay? Cependant, okay, puis aussi, quand on se déshydrate comme ça, notre hypothalamus envoie un message, okay, à nos reins pour leur dire arrête de produire de l'urine, okay, parce qu'on va se déshydrater encore plus. Donc, normalement, quand vous êtes déshydraté, vous arrêtez de produire de l'urine. Et quel est le message que le cerveau envoie? Okay? Donc, à partir de la neurohypophyse, okay, il va y avoir libération d'une hormone qui s'appelle ADH, pour hormone antidiurétique. Cette hormone-là va aller agir sur les reins pour empêcher de faire de l'urine. Mais là, anecdote. Supposons que vous buvez de l'alcool. Okay? L'alcool, ça va bloquer cette hormone-là. Donc, il n'y a aucun message qui va arriver à vos reins pour leur dire d'arrêter de produire de l'urine. Okay? D'ailleurs, quand vous buvez de l'alcool, souvent, vous allez avoir envie d'uriner assez souvent. Mais là, si vous faites la fête, vous êtes dans un bar, du moins quand on avait le droit d'y aller, ce n'était pas nécessairement un problème, donc, ou vous êtes avec des amis, donc on boit de l'alcool, okay, on va uriner, on se déshydrate, okay, et là, quand on est dans un endroit où il y a de l'alcool et qu'on a soif, ben, on boit encore plus d'alcool. Donc, qu'est-ce qui arrive avec votre cerveau pendant ce temps-là? C'est que votre hypothalamus est de plus en plus déshydraté.
vous allez terminer la fête, vous allez vous coucher, puis le lendemain, vous vous levez avec le mal de tête. C'est parce que les cellules de votre hypothalamus sont toutes ratatinées, okay? Parce que vous êtes déshydraté. Donc, c'est important de boire de l'eau. Même quand vous buvez de l'alcool, faites la fête un petit peu, mais toujours de façon raisonnable et responsable. Okay? Réhydratez-vous, puis ça va éviter les mal de bloc le lendemain matin. Bref, solution hypertonique, les cellules se déshydratent. Donc, si on fait un lien avec la pression osmotique pour les micro-organismes, par exemple, à l'époque, quand on n'avait pas de réfrigérateur, de congélateur, souvent, on allait saler les aliments, saler la viande. Okay? Pourquoi? Bien, si la viande ou l'aliment est très salé, il y a des bactéries, des moisissures qui tombent dessus, bien, la bactérie va subir le même sort que le globule rouge qui est ici. Il va se déshydrater. Okay? Donc, à ce moment-là, la bactérie va mourir. Autre principe, hypotonique. Okay? Donc, dans ce cas-ci, par exemple, ce serait de l'eau distillée. Donc, il n'y a pratiquement pas d'ions dans le verre d'eau. Qu'est-ce que l'eau va faire si on suit la logique des autres? Donc, dans ce cas-ci, l'eau va vouloir entrer dans le globule rouge. Okay? Et qu'est-ce qui va arriver? Le globule rouge va gonfler puis éventuellement va éclater. D'accord? Donc, dans ce cas-ci, c'est hypotonique. Donc, ce serait le même principe avec des bactéries. Si on met des bactéries dans de l'eau distillée, bien, il y a des chances que plusieurs d'entre elles meurent parce que l'eau va entrer dans la bactérie gonfle puis éventuellement éclate. Donc, j'ai parlé des applications dans la bouffe, donc la viande salée, le miel. Vous savez que le miel, c'est un des aliments qui peut se garder pratiquement à vie. D'ailleurs, on a trouvé du miel dans des amphores, des récipients dans les tombeaux égyptiens, puis il était encore consommable. Je ne suis pas sûr que j'aurais voulu être le premier à écouter, mais ça doit être spécial de penser que tu goûtes du miel qui est vieux de plusieurs milliers d'années. Donc, le miel va rester bon, les bactéries, les moisissures ne pousseront pas là-dessus. Bref, les aliments qui sont très sucrés vont résister, les aliments qui sont très salés aussi. Si vous regardez l'image qui est en haut, donc dans le fond, on voit une moisissure qui pousse sur de la confiture. Si la confiture est très sucrée, ça va prendre plus de temps à la moisissure de se développer. Mais si des fois vous avez une confiture qui est plus faible en sucre ou quoi que ce soit, bien, la moisissure peut finir par se développer. C'est sûr que si vous avez un pot de confiture qui traîne dans votre frigo depuis 15 ans, bien, ça se peut que les moisissures finissent par avoir le dessus. Petite anecdote, une petite dernière là-dessus, sur la pression osmotique. Le monde de la construction prend des notes de choses comme ça, et on a créé, là je dis on parce que je pense que c'est une compagnie canadienne, des matériaux de construction, donc murs, planchers, qui contiennent une forte concentration en sel. Pourquoi? Bien, c'est pour éviter que des moisissures se développent dessus, donc les matériaux vont être plus longtemps résistants à la détérioration par des micro-organismes. C'est quand même smart quand on pense à ça. Surtout, par exemple, si vous utilisez ces matériaux de construction-là dans un hôpital, dans les écoles, bien, ça peut limiter, par exemple, la transmission de certaines maladies. C'est intéressant. Puis aussi, j'ai tout le temps quelque chose à rajouter là-dessus. Peut-être déjà vos parents, quelqu'un dans votre entourage vous a déjà dit, quand vous avez mal à la gorge, de vous gargariser avec de l'eau très salée. Bien, c'est le même principe. En se gargarisant avec de l'eau très salée, on va nuire au développement et à la survie de certains micro-organismes. Surtout si c'est bactérien. Voilà. Donc, juste démontrer l'effet de la pression osmotique sur des bactéries. Okay, donc, ce sont les mêmes bactéries qui ont été mises sur toutes les géloses, mais la gélose contient des concentrations croissantes de sel. Donc, 0,85% de sel, ça c'est une concentration qu'on dit physiologique, c'est la concentration que vous avez dans le sang, normalement. 5% c'est déjà beaucoup, 7,5, 10 et 20%. La bactérie A, c'est un bacillus. Je la reconnais juste à sa forme. La bactérie B, c'est un staph. Donc généralement un petit peu plus résistant. Et la bactérie C, si je me rappelle bien, c'est E. coli. Okay? Donc, déjà à 5%, il y a une bactérie qui ne pousse plus. Okay? Cette bactérie-là est complètement morte parce qu'elle ne tolère pas cette pression osmotique-là. Par contre, Staph et E. coli survivent. Il y a une différence de 2%, 2,5% en fait, entre la gélose du milieu et celle de droite. Puis E. coli, c'est suffisant pour qu'elle disparaisse, tandis que Staph survit encore. Okay? Vous allez voir dans quelques instants qu'il y a certains milieux de culture qui sont spécifiquement conçus de cette façon-là. Donc, on rajoute volontairement du sel dedans pour justement permettre la croissance de bactéries staphylocoques puis de inhiber, donc bloquer la croissance des autres. Staph
Staphylococcus, ça se dit bien ça, Staphylococcus. Donc, Staphylococcus va survivre à 10%, mais à 20%, il n'y a plus rien qui pousse. L'autre caractéristique qui influence la croissance des micro-organismes, ce sont les besoins en oxygène. Et là, il y a 5 besoins différents. Ce que vous voyez, donc vous avez un tube, ça, c'est la profondeur d'un milieu de culture qui est solide. Puis les petits points gris que vous voyez, ce sont des bactéries, donc c'est l'endroit où la bactérie a poussé. Donc quand on parle de bactéries aérobies strictes, elles ont absolument besoin d'oxygène. Okay? Donc il faut de l'oxygène pour survivre, comme nous. Donc regardez où elles poussent en surface. Donc c'est normal, elles ont besoin d'oxygène. Elles ne pousseront pas dans le fond, parce que dans le fond du tube, il n'y a pas d'oxygène. C'est un milieu anaérobie. Donc, des bactéries aérobies strictes, c'est sûr que vous allez avoir des bactéries de ce type-là qui se retrouvent dans la bouche. Vous allez en avoir qui sont sur la peau, dans les poumons. Okay? Les poumons, c'est un des endroits où l'oxygène est le plus présent, on va le dire comme ça. Donc, c'est sûr que c'est un bon endroit pour infecter. Les bactéries pourraient infecter aussi votre sang, de toute évidence. Donc, il y a des endroits plus stratégiques où on va retrouver des bactéries aérobies strictes. Par contre, dans votre gros intestin, pas sûr qu'on va retrouver des bactéries comme celle-là. Anaérobie facultative. Okay? Regardez bien. Donc, elles, okay, ici, il y en a beaucoup, elles aiment l'oxygène, ces bactéries-là. Donc, si on leur donne l'oxygène, elles vont être très heureuses. Par contre, elles peuvent pousser jusqu'au fond. Donc, si elles n'ont pas d'oxygène, elles vont quand même se développer, mais à un rythme moins rapide. Ces bactéries-là, on va les retrouver beaucoup justement dans votre gros intestin. Okay? Comme par exemple, le meilleur exemple de bactérie qui est comme celle-là, mais je pense que je l'ai écrit là, sur la diapo suivante, c'est la bactérie E. coli. Okay? E. coli va très bien pousser avec l'oxygène, mais s'il n'y en a pas, elle va se débrouiller. Anaérobie stricte, seulement dans le fond. Donc, ces bactéries-là n'aiment pas l'oxygène. L'oxygène va les tuer. Okay? Parmi les bactéries les plus communes de ce type-là, ce sont les Clostridium. Okay? Clostridium tetani qui cause le tétanos, Clostridium perfringens qui cause la gangrène, Clostridium botulinum qui cause le botulisme, la C. difficile, ce sont toutes des bactéries qui n'aiment pas l'oxygène. D'accord? Les deux dernières sont un petit peu plus mêlantes. On va essayer de raisonner le tout. Anaérobie aérotolérante. Okay? Anaérobie, donc, n'a pas besoin d'oxygène pour survivre, mais aérotolérant, ça veut dire, ben, ça ne la dérange pas. Donc, on n'utilise pas l'oxygène, mais on tolère sa présence. Donc, ces bactéries-là vont pousser de haut en bas dans la même proportion. Il n'y en aura pas plus en haut, pas plus en bas, c'est égal partout. Tandis qu'anaérobie facultatif, il y en a vraiment beaucoup en surface, puis éventuellement, il y en a moins vers le bas. Et ici, c'est égal partout. Une bactérie comme celle-là, puis encore une fois, là, vous regarderez la diapo suivante, là, aérotolérante, Streptococcus mutans. Ça, c'est une des bactéries les plus communes dans la bouche. Okay? Donc, dans la bouche, il y a de l'oxygène, mais cette bactérie-là ne l'utilise pas, mais elle va très, très bien se développer malgré sa présence. Okay? Donc, ça c'est vraiment une des bactéries qu'on trouve le plus dans la bouche. L'autre, micro-aérophile. Juste micro, ça veut dire quoi? Ça veut dire petit. Okay? Donc, micro-aérophile, on se rappelle quand on parle de quelque chose qui finit par fil, c'est parce qu'on aime ça, mais on aime un petit peu. Okay? Donc, les bactéries micro-aérophiles vont pousser à des concentrations, on va dire, de 1 à 5 % d'oxygène. Okay? Donc, elles ne pousseront pas en surface, parce qu'en surface, c'est environ 20 %. Puis en bas, c'est 0 %, donc elles ne poussent pas là, mais elles vont pousser très très bien à une concentration précise. Des bactéries comme celle-là, on va en retrouver dans le tube digestif, donc entre autres au niveau, par exemple, de l'estomac et du petit intestin. Donc si on va ici, là, je présente quelques bactéries typiques. Bordetella pertussis, c'est une bactérie qui cause la coqueluche. La coqueluche, une infection pulmonaire. Pseudomonas aeruginosa provoque aussi des infections pulmonaires chez les personnes vulnérables, entre autres les personnes qui ont la fibrose kystique. Puis, Pseudomonas cause aussi des infections cutanées, donc deux endroits où l'oxygène est présent. E. coli, Staph aureus sont des bactéries anaérobies facultatives. Les anaérobies strictes, on a les Clostridium. Aérotolérantes, j'en ai parlé. Puis les micro-aérophiles, là, pas besoin de retenir les noms, mais Campylobacter jejuni, jejuni pour jejunum, donc un des segments de l'intestin.
Les personnes qui sont infectées par cette bactérie-là vont avoir des troubles digestifs, indigestion, diarrhée, etc. Puis Helicobacter pylori, c'est la bactérie qui tolère très bien les pH acides et qu'on retrouve dans l'estomac, qu'on peut retrouver dans l'estomac. Exemple pour la bactérie Aerobistrique, pourquoi je la plug? Ben, c'est parce que j'ai passé 1 an et demi de ma vie à travailler sur cette bactérie-là à la maîtrise. C'est une bactérie qui pose beaucoup de problèmes chez les patients atteints de fibrose cystique. La fibrose cystique, ce n'est pas une maladie infectieuse. Okay? C'est une maladie qui est génétique. Mais le désordre génétique fait en sorte que cette bactérie-là va profiter de la situation particulière dans les poumons, donc la sécrétion d'ions puis l'environnement un petit peu problématique que la maladie crée dans les poumons, puis la bactérie va venir s'installer à ce moment-là. Et ce que ça va faire, c'est que ça va créer une espèce de couche de bactéries qui va recouvrir un petit peu les alvéoles pulmonaires, puis ça va limiter les échanges gazeux, donc ça va limiter l'oxygénation des patients. Et malheureusement, dans certains cas, ça peut entraîner la mort, même si maintenant, il y a quand même des traitements qui peuvent être appliqués pour donner une meilleure qualité de vie aux patients, puis prolonger leur espérance de vie. Donc, juste pour vous montrer, sur cette diapo-là, donc on voit la bactérie sur une gélose, puis on voit, je ne sais pas si vous voyez bien, une espèce de petite teinte verte dans la gélose, c'est que la bactérie, lorsqu'elle pousse sur certains milieux, elle va libérer ce pigment-là, donc c'est facile pour les personnes qui travaillent dans le domaine de repérer la bactérie. Puis souvent aussi, elle a une petite odeur particulière, un peu de raisin, mais pas de raisin super frais, donc on peut la spotter comme ça. Je vais vous montrer, là, ça c'est pas important non plus, c'est juste pour vous montrer là, les différents organes qui vont être affectés par la mucoviscidose, qui est le nom un petit peu plus scientifique pour fibrose cystique. Donc moi, dans le fond, à la maîtrise, ce qu'on faisait, c'est que, il y a des gens qui allaient récupérer des expectorations de patients atteints. Donc, on recevait l'expectoration, donc littéralement le crachat. Puis, on faisait des analyses sur ce qui était présent dans le crachat, donc quelles bactéries étaient présentes. Puis, quand on trouvait des bactéries d'intérêt comme Pseudomonas ou Klebsiella ou d'autres espèces, donc on travaillait là-dessus pour essayer de voir à quel point ils étaient résistants à ces antibiotiques-là. Puis, moi, ma job, c'était d'essayer de trouver une façon de les tuer, ces bactéries-là. Voilà. Donc, puis juste pour vous montrer le pattern génétique, okay? Si vous avez 2 parents qui sont des porteurs sains, donc eux-mêmes n'ont pas la maladie, mais ils sont porteurs du gène défectueux. Donc là, on voit les combinaisons possibles. Donc, statistiquement, sur 4 enfants, il y a un enfant qui serait sain et qui ne serait même pas porteur du gène. 2 enfants qui seraient sains, mais porteurs du gène, puis un enfant qui serait atteint. Okay, donc, on s'entend que c'est quand même triste là, comme maladie chez un enfant. Si on avait à faire la culture de bactéries qui sont anaérobies, comment on fonctionne, puis je vous montrerai en laboratoire, c'est qu'on prend les bactéries, on les met sur gélose, mais on va les placer ou bien dans une jarre dans laquelle on va, à l'aide de produits chimiques, là, retirer l'oxygène. Donc, les bactéries qui vont être placées là vont se développer si et seulement si elles peuvent le faire sans oxygène. Puis, il y a aussi les chambres anaérobies. Là, on ne voit pas super bien, mais devant la dame, il y a une espèce de plastique. Puis là, elle a rentré ses mains dans des gants qui passent à travers le plastique pour pouvoir travailler. Donc, c'est des façons de travailler dans un environnement où il n'y a pas d'oxygène. Maintenant, en laboratoire, en fait, on a travaillé avec des différentes géloses dans les labs précédents, mais dans le milieu hospitalier, on ne va pas nécessairement utiliser des géloses comme la gélose TSA, là, qui est une espèce de gélose de base sur laquelle pratiquement tout va pousser. Là. Donc ça, c'est la gélose de base. Mais quand on veut être plus rapide et précis dans la recherche d'un micro-organisme, on va utiliser ou bien des milieux qui sont sélectifs, donc qui vont inhiber la croissance de certaines bactéries, mais en laisser d'autres pousser, ou différentiel. Donc, différentiel, lui, ce qui va arriver, c'est que la même bactérie va donner un résultat, par exemple, sur TSA, va avoir l'air une bactérie beige, mais sur un milieu différentiel, cette bactérie-là va nous donner une couleur qui est caractéristique. Donc, en utilisant un milieu différentiel, juste avec la couleur ou l'aspect de la bactérie, on peut facilement l'identifier. Puis, il y a certains milieux de culture qui combinent les deux, donc qui sont des milieux à la fois sélectifs et différentiels. Je vais donner des exemples.
parlant de milieu à la fois sélectif et différentiel, on a la gélose mannitol-sel. C'est celle-là ici. Okay? La couleur normale de cette gélose-là, c'est ce qu'on voit ici. Donc, c'est, on va dire, un petit peu rouge. Cette gélose-là, okay, son nom l'indique, elle contient beaucoup de sel, donc 7,5% de sel. On vient de voir que la pression osmotique a une incidence sur la croissance ou non des micro-organismes. Donc, la plupart des micro-organismes ne pousseront tout simplement pas sur cette gélose-là parce qu'ils ne tolèrent pas la présence de sel. Donc, ça, c'est sélection. Tout ce qui ne tolère pas le sel meurt, celle qui tolère le sel pousse. Le mannitol, c'est un sucre que seulement certaines bactéries vont métaboliser. Et quand les bactéries peuvent métaboliser ce sucre-là, elles vont acidifier le milieu. Et dans la gélose mannitol-sel, il y a un indicateur de pH. Donc, si le pH descend, donc devient acide, la gélose va passer du rouge au jaune. Donc, si on voit sur une gélose comme celle-là, okay, et cette gélose-là, vous l'avez utilisée quand on a fait le microbiote humain. Donc, si vous avez fait un prélèvement, par exemple, au niveau de votre nez ou de la peau, ça se peut que vous ayez eu un résultat comme celui-là. Donc, qu'est-ce que ça nous indique? Ça nous indique qu'on est porteur de Staphylococcus aureus. Si on voit du jaune là-dessus, c'est ça le résultat. Okay? D'autres exemples, je vais passer rapidement sur les autres, parce que je ne veux pas qu'on passe trop de temps là-dessus, c'est juste pour que vous compreniez le principe. Là. La gélose McConkey, c'est une gélose qu'on utilise beaucoup à l'hôpital. C'est une gélose qui inhibe toutes les bactéries Gram+. Okay? Donc, si tu as une bactérie Gram+, tu ne pousseras pas là-dessus. Donc, c'est sélectif à cause de ça. Et elle va être différentielle parce que les bactéries qui réussissent à dégrader le lactose, donc c'est un sucre qui est dans la gélose. Donc, les bactéries qui sont lactose positives vont donner une espèce de couleur un petit peu violette visqueuse, okay, à la gélose, tandis qu'une bactérie qui est ici, donc elle a poussé, mais donc c'est une bactérie gram négative, mais elle n'a pas donné la coloration, on va dire violette, donc elle est lactose négative. Donc, encore une fois, ça nous donne deux informations sur le type de bactérie qui est présent sur cette gélose-là. Et celle-là ici, c'est pour identifier la bactérie Staphylococcus aureus résistant à la méticilline, donc une bactérie qui est résistante et qui peut causer des problèmes graves chez les patients. Cette gélose-là est le fun parce qu'elle est sélective et différentielle en ce sens où, quand on met la bactérie sur la gélose, en fonction des métabolites qu'elle va produire, des substances qu'elle va libérer ou des substances qu'elle va digérer à partir de la gélose, elle va donner une couleur particulière. Donc là, on s'entend que ce n'est pas la bactérie qui écrit son propre nom. Là. Okay? Donc le technicien a pris du E. coli, puis il a tracé avec son manche de coche le nom E. coli. Mais E. coli sur cette gélose-là a toujours cette couleur-là. Klebsiella a toujours celle-là, Proteus, Enterococcus, etc. Donc ça, c'est quand même le fun, juste avoir la couleur des bactéries, tu as ton résultat. Celle-là, vous l'avez utilisée aussi, ça pour le lavage des mains ou pour les bactéries sur le corps. Donc, ce sont les géloses sang. Donc, littéralement, oui, il y a du sang dans la gélose, donc des globules rouges de mouton. Et ce que l'on veut savoir, c'est quelles sont les capacités hémolytiques des bactéries sur ces géloses-là. Donc, si je prends une bactérie, et on le voit ici, là, je trace un alpha. Okay? Donc, par exemple, ici, la bactérie va dégrader partiellement les globules rouges. Ça va donner une petite teinte verdâtre un petit peu à la gélose. Donc ça peut nous donner une indication sur le type de bactérie qui est présente. Okay? Ça pourrait être, j'essaie de me rappeler, Streptococcus, je vais dire, pneumonie, voilà, qui donnerait une hémolyse comme celle-là. Celle-là ici, mon B ou le bêta, donc ça c'est une hémolyse totale. Donc les bactéries qui ont poussé là-dessus ont tellement agi sur les globules rouges qu'ils les ont détruits et on voit à travers la gélose, quand même pas rien. Okay? Donc des bactéries comme celle-là, on a Streptococcus pyogenes, qui est la mangeuse de chair. On pourrait avoir aussi certains staphylocoques qui vont causer ces lésions-là. Si vous avez, par exemple, quand on a fait des tests sur votre peau, ou dans votre bouche, des bactéries qui agissent comme ça ne veut pas dire que vous avez la mangeuse de chair et que vous allez perdre une jambe ou un bras d'ici la fin de la session. Okay? Ça veut juste dire que certaines bactéries, si elles se retrouvaient en présence de votre sang, pourraient causer des dommages. N'oubliez pas que vous avez un système immunitaire, puis n'oubliez pas que ces bactéries-là, quand même,
C'est pas tout le monde là, qui est affecté par la mangeure de chair, donc il ne faut pas trop s'en faire. Okay? Puis, le gamma qui est ici, donc l'hémolyse gamma, tout simplement, ben, ça c'est niaiseux, mais c'est aucune hémolyse. Donc la bactérie pousse, mais elle ne dégrade pas le sang. Et là, encore une fois, faire attention. Je pourrais avoir une bactérie qui est bêta-hémolytique sur ma peau, pas dangereuse, puis je pourrais avoir une bactérie gamma, là, vous allez penser elle n'est pas dangereuse, celle-là, elle ne dégrade pas le sang, oui, mais peut-être qu'elle cause bien d'autres problèmes. Okay? Fait qu'il ne faut pas associer hémolyse bêta égale danger, hémolyse gamma, pas de danger. Ça ne veut rien dire. C'est juste une indication, une information que ça nous donne sur le type d'hémolyse qui est produit par ces bactéries-là. Et ça termine mon petit chapitre sur la croissance des micro-organismes. Vous avez votre glossaire à remplir, faites-le. OK, je vous en prie. Et le petit devoir, encore une fois, ceux et celles qui ont peut-être le tortorat, vous pouvez lire le chapitre 5 et répondre aux questions situées à la fin de votre cahier. Ça va vous aider, ça va vous préparer pour les examens. Donc voilà. Si vous avez des questions, vous ne vous gênez pas. Je suis toujours là pour vous aider, ça me fait toujours plaisir. Bonne fin de journée.